Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle, comme d'habitude, hein, évidemment, malgré les aléas. Que vous n'avez pas trop froid, parce que là ça commence à... C'est plus comme avant, hein. Voilà, donc on sort ces petites laines, là j'ai mis ma tenue d'ours, donc j'ai beaucoup plus chaud, parce que chez moi il fait pas très chaud, quand même le dire. Et voilà, bah écoutez, depuis la dernière fois, on s'est vu il y a pas longtemps, je crois, il y a 8 jours, un truc dans ce goût-là, avec la clinique des allongés. Elle a pas eu un succès franc. Vous savez que c'est mon pire score de vues que j'ai jamais fait depuis que je fais des vidéos. Jamais je suis arrivée aussi bas. C'est-à-dire que ce que je fais d'habitude en 24 heures, je l'ai fait en 8 jours, en 7 jours. C'est absolument ahurissant, mais bon, je sais pourquoi. C'est la plateforme qui souhaite que l'on adhère à ces nouvelles conditions, qui seront très lucratives pour elle, beaucoup moins pour vous, enfin surtout vous qui me regardez, qui est censé me rapporter beaucoup d'argent, enfin suffisamment. En fait, ça rapporte surtout d'argent comme ça, et comme je fais de la résistance, et ben je suis beaucoup moins visible, et j'ai repéré un truc surtout, c'est que les vues ne sont toutes comptabilisées. C'est absolument effarant. Donc, je crois que ce sera de pire en pire et que tôt ou tard, je serai obligée d'y passer. Si vous voulez encore savoir que j'existe, je sais que beaucoup d'entre vous ne reçoivent plus les alertes abonnés. Quand je sors une vidéo, ça m'a été confirmé par au moins 3 personnes. C'est très aléatoire, alors je sais pas pourquoi. Mais c'est quand même très... Ça me perturbe beaucoup ce genre de truc. J'aime pas ce genre de principe. Surtout qu'en plus, je bosse comme une malade. Pour gagner 3 sous. Parce que moi j'en suis là en ce moment avec l'écriture de mon bouquin. Je travaille entre 13 et 15 heures par jour. Je vais pas tenir longtemps le coup. Je suis très fatiguée là. Mais vraiment très 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 fatiguée. Voilà. Bon, enfin, j'avais fait quelques trucs en stock là que je vous ressors les uns après les autres. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est de Bruno Feccini, qui est un contacté, enfin, je sais même pas un abducté, je crois pas qu'il ait été, non, mais c'est quelqu'un qui s'est retrouvé face à des êtres particuliers. Ça se passe en Italie, c'est dans les années 50, et c'est fort intéressant. C'est fort intéressant parce que ça s'est produit dans une région où il y a eu autre chose. C'est la région du suc du lac Pageur, et ça s'est passé à vol d'oiseau, à une quarantaine de kilomètres, peut-être 50, d'un endroit où est supposé s'être produit un crash d'OVNI en 1933. Et je vais en parler à la fin de ce sujet-là, parce que c'est très intéressant. Parce qu'il se trouve que ça a été remis sur le fil d'actualité il y a très peu de temps, et notamment par David Grush, qu'on a quand même parlé, en disant que cet OVNI aurait été récupéré par des Américains. Il y a toute une histoire derrière tout ça, et notamment la façon dont était traité le sujet OVNI durant la Seconde Guerre mondiale en Italie, avec un régime très particulier, comme vous le savez. Donc vous allez voir ce que je vais vous apprendre, si vous ne le savez déjà, car il y a des gens qui sont au fait de certaines choses, heureusement d'ailleurs. Eh bien, si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir quelque chose de très singulier. Voilà. En tout cas, on s'intéressait beaucoup aux ovnis, aussi bien en Italie qu'en Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, faut dire qu'il y a eu beaucoup de manifestations, ça aide. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est de l'histoire de cet homme qui va avoir une curieuse confrontation avec des êtres humains, on peut dire ça comme ça, en 1950. Et ça se passe dans un petit village qui s'appelle Abbiate Guazzone, qui se trouve à côté de Varese. Au moment des faits, Bruno Feccini, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, est âgé de 42 ans. Il est marié, père d'un petit garçon qui doit avoir 10-12 ans, je ne sais plus exactement. Il vit avec sa petite famille paisiblement dans une maison ancienne située à la périphérie de ce village. Et il exerce la profession d'ouvrier métallurgiste dans une petite entreprise locale. Il est très estimé par ses collègues, par son patron.
On pourrait dire de lui que jusqu'à cette soirée, c'était un homme qui vivait normalement, paisiblement, qui était estimé jusqu'à ce que il se passe ce que je vais vous raconter et qui va avoir une influence considérable jusqu'à la fin de sa vie de cet homme que je qualifierais de sans histoire. Et il exerce cette profession d'ouvrier. Le soir, il est chez lui, un soir. Il s'agit du 24 avril 1950. Un violent orage s'est abattu sur la région. Vers 22 heures, alors que la pluie a enfin cessé de tomber, il sort de sa maison pour se rendre aux toilettes dans un cabanon, qui est situé au fond du jardin. Bon, dans les années 50, à la campagne, on avait le droit à la petite cabane et au papier journal. Je m'en souviens chez mes arrière-grands-parents. Bon, c'était pas ce que j'aimais mieux d'ailleurs. Hein. Enfin, c'était comme ça partout en Europe. Alors qu'il en revient de ces toilettes, il se dirige vers la maison et son attention va être soudain attiré par un éclair et des lueurs qui lui semblent être des gerbes d'étincelles qui illuminent l'obscurité de la nuit qui est assez sombre ce soir-là parce qu'il y a encore des nuages dans le ciel et ça se produit par salve, vous voyez, et concomitamment il perçoit un étrange grésillement. Ce qu'il a repéré se trouve dans la direction d'un champ ou d'une forêt proche de son habitation. Il pensera d'abord que le phénomène lumineux a à voir avec l'orage, mais tout de même, ça l'intrigue un peu, c'est pas du tout comme d'habitude. Il n'a jamais rien vu de tel se produire après un orage. Et comme il y a un poteau de ligne à haute tension qui se trouve non loin de sa maison, et pile dans la direction là où il voit les choses qui sont un peu bizarres, il se dit que c'est certainement la foudre qui est peut-être tombée sur le poteau en ferraille et qui a causé des dégâts. Voilà. Donc peut-être qu'un câble est tombé, la foudre est tombée dessus, paf, ça a été sectionné, ça fait des courts-circuits, c'est ça qu'il voit. Donc il a décidé d'aller voir de plus près. Il faudrait pas en effet que son gamin s'électrocute en passant par là, parce que là ça pardonne pas comme on le sait. Et alors qu'il se dirige à pied dans la nuit vers l'endroit d'où proviennent les lueurs, celles-ci vont soudainement cesser. Il va se demander alors s'il ferait pas mieux de rebrousser chemin. Et puis voilà que le phénomène reprend, et ceci juste au moment où la pensée lui a traversé l'esprit qu'il ferait mieux de rentrer chez lui. Paf! Là, aussitôt, ça se remet en route. Il va donc continuer à cheminer dans la direction de cette lueur, de ces bruits également, et apercevoir quelques instants plus tard une impressionnante forme sombre. Ça a l'aspect d'une énorme ombre noire, ronde, qu'il décrira comme une sorte de boule aplatie, géante, mais aplatie un petit peu à son sommet. Elle se trouve à quelques 200 mètres de distance, tout près d'un grand poteau électrique, donc, un poteau de ligne à haute tension, et d'un vieux mûrier. Et en se rapprochant, il va réaliser qu'elle doit bien avoir 10 mètres de large sur 7 mètres de haut, c'est pas petit. Et en son milieu se trouve une petite échelle qui descend jusqu'au sol, du haut de laquelle émane une faible lumière verte. C'est verdâtre. Arrivé à proximité, il va comprendre que les lueurs qui l'ont attiré jusque-là proviennent d'une sorte de lampe manipulée par un personnage qui se trouve sur une petite plateforme qui lui fait penser à un monte-charge. Ce personnage est vêtu d'une sorte de scaphandre et porte un masque. Il semble occupé à souder un groupe de tubes. Éclairé par la lueur de cette lampe à souder, la carlingue de l'engin est très visible, elle a un aspect métallique, et par une porte ouverte sur son flanc, Faccini va apercevoir l'intérieur, qui est éclairé par une sorte de lumière diffuse, tamisée, ce qui va lui permettre de distinguer quand même une échelle qui mène à son niveau supérieur. Il va découvrir encore, alignées tout au long des parois de l'engin, des bouteilles qui sont reliées entre elles, et entre chaque rangée de bouteilles se trouvent des équipements divers, ce qui ressemble à des appareils de mesure, à des tubes et bon nombre de cadrans et de cylindres. Et voilà, stupéfait comme on peut s'en douter. Et la curiosité aidant, il va encore se rapprocher de l'engin, et c'est à ce moment-là qu'il va apercevoir près de l'échelle qui descend au sol, deux personnages vêtus comme le soudeur qui se déplacent avec lenteur, et Faccini précisera que c'était probablement le poids de leur scaphandre qui devait ralentir ainsi ses mouvements. Et ces personnages, qui mesurent environ 1,70 m, sont vêtus
tous à l'identique, d'une sorte de lourde combinaison faite d'une seule pièce de couleur grisâtre. Leurs visages sont cachés parce qu'il lui semble être un masque, de l'avant duquel émerge un tuyau flexible, dont il dira que c'était à peu près long de 30 centimètres. Ça ressemblait à un tuyau de scaphandrier d'ailleurs, et c'était terminé par un petit embout assez fin. Notre homme est surpris par la température de l'air aussi, qui est extrêmement chaude. Donc il se demande ce que c'est, et puis il y a ce bruit de ronflement qui résonne à ses oreilles, qu'il comparera à un bourdonnement de ruches géantes, ou à celui amplifié d'une abeille, ou encore à un énorme générateur d'électricité. Et à ce moment précis, il est persuadé que cette étrange machine est probablement un avion qui a certainement subi une avarie du fait de l'orage qui l'a contraint à atterrir, et que ces personnages qui tentent manifestement de réparer leur appareil, qui semble d'ailleurs être un prototype, puisque vu sa forme, et un prototype qu'il ne connaît évidemment pas, sont peut-être des pilotes américains. Et pourquoi des pilotes américains? Eh bien, tout simplement parce qu'à la fin de la guerre, l'armée américaine, l'armée de l'air américaine, était bien encore présente dans la région, et ça on en reparlera tout à l'heure. Pour abriter ces avions, d'ailleurs, elle utilisait des hangars qui étaient pas très loin, qui avaient appartenu autrefois à l'usine d'aviation Sei Marchetti, qui se trouvait sur une base aérienne située proche de Vergiate, qui est pas très loin de chez lui. Et donc de tout ça, je vais vous reparler tout à l'heure. Après avoir observé ces étranges pilotes durant un petit moment, Bruno Facchini va se rapprocher à quelques mètres et leur proposer de l'aide. C'est un brave garçon. Puis bon, comme il est dans la métallurgie, il peut peut-être les aider à bricoler, quoi. Et c'est alors qu'il va réaliser qu'il n'a pas affaire du tout à des pilotes américains, ni même d'ailleurs à des pilotes classiques. Il en prendra en effet conscience lorsque ceux-ci vont se mettre à converser entre eux avant de l'interpeller. Il s'exprime en effet dans une langue qu'il qualifiera de gutturale, et Facchini dira plus tard que les sons gutturaux qu'ils émettaient, ça faisait des sortes de gur, enfin c'était un peu spécial comme truc. Les êtres vont également se mettre à faire des gestes étranges qu'il croira être une invitation à monter à bord de leur engin, ce qui va aussitôt le mettre en panique, il faut quand même bien le dire, il va se mettre à partir en courant. Et c'est en se retournant brièvement qu'il va alors voir l'un des personnages pointer vers lui, dans sa direction, un objet qui va aussitôt projeter un rayon de lumière. Et il précisera plus tard que cet objet que l'être portait en bandoulière autour du cou ressemblait à une sorte d'appareil photo. Lorsque le rayon va le toucher, il va éprouver une terrible sensation, celle d'être coupé en deux. Comme s'il avait été coupé en deux par un jet d'air comprimé, c'est à cela qu'il le comparera, par un outil tranchant, et en même temps, il a une très vive douleur au niveau de l'abdomen. En tout cas, l'impact a été si violent qu'il a été projeté à 2 ou 3 mètres de l'endroit où il se trouvait, il va atterrir à plat ventre, et en chutant, hélas, sa tête va heurter une borne qui délimite un champ et ça va le faire saigner. Il s'est ouvert le crâne, et il est un peu contusionné et douloureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'a pas perdu connaissance, ce qui va lui permettre de regarder, même s'il est un peu sonné, ce qui est en train de se passer. Et c'est ainsi qu'il va voir l'espèce de monte-charge sur lequel l'être était en train de souder, remonter, en entraînant d'ailleurs le personnage et son matériel de soudage. Et d'ailleurs, il va repérer que ce matériel de soudage, qui était quand même pas petit, d'un seul coup, ça va se réduire jusqu'à la taille d'une petite sorte de boîte. Ils ont quand même du talent, ces gens-là. En tout cas, une fois l'équipage remonté à bord, l'échelle qui était déployée jusqu'au sol va se rétracter et la porte de l'engin va se refermer. Le bourdonnement émis par le vaisseau va alors s'intensifier et toutes les lumières vont s'éteindre. Ne reste plus de lui que son impressionnante forme plus ou moins arrondie et très sombre, et quelques instants après, il va s'élever rapidement avant de disparaître à une vitesse fulgurante au cœur de la nuit. Lorsque Facchini reviendra sur les lieux le lendemain afin de récupérer son étui à cigarette qui a égaré, ça a dû sortir de sa poche quand il a chuté, eh bien, il va être surpris parce qu'il va repérer de larges empreintes au sol. Non, là il se dit non, vraiment il a pas rêvé et il en a maintenant la preuve sous les yeux, faut quand même le dire. Et très ébranlé, très ébranlé.
Il va se rendre immédiatement au poste de police de Varèse. Les policiers vont écouter son récit très poliment, mais se montrer plutôt dubitatifs. Cependant, ils vont quand même accepter d'ouvrir une enquête et de se déplacer sur les lieux, et ils le feront évidemment en compagnie de l'intéressé. Et quand ils vont arriver là-bas, eh bien sur le sol dur, ils vont eux aussi constater les traces. En l'occurrence, 4 empreintes rondes creusées dans le sol. Elles ont environ 1 mètre de diamètre, sont réparties à peu près à 6 mètres les unes des autres. Autour d'elles, l'herbe est roussie, desséchée, toute rabougrie. Des débris de métal seront envoyés par les policiers parce qu'ils ont été retrouvés sur les lieux. Il s'agit de petits fragments qui sont probablement des restes de soudure. Ils ont l'apparence d'un métal brillant, de couleur claire, tirant un petit peu sur le jaune, et la surface de ces petits fragments est granuleuse. Donc, envoie à un institut pour expertise, l'institut de recherche pour l'étude des métaux qui se trouve à Novara, et l'analyse va révéler que le métal en question est composé de cuivre à raison de 74,33 mg, 19,38 mg d'étain, 4,92 de plomb. On a trouvé également dans ce métal des traces d'antimoine, de zinc, de nickel, de fer, d'argent, d'aluminium et aussi de magnésium. Donc, rien d'anormal dans tout cela. La conclusion du laboratoire de l'Institut sera que c'est un métal qui ne pose pas vraiment de problème, c'est vraiment terrien, ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, il va faire un commentaire en indiquant que les débris analysés sont faits de ce métal qui est un métal anti-friction, très résistant à la chaleur, qualifié d'idéal pour les vols spatiaux. Et parce que vous savez que lorsque on est en décolle ou quand on revient vers la Terre, qu'on traverse l'atmosphère, les vaisseaux ils crament s'ils sont pas avec un équipement approprié, et puis ce qu'il y a à l'intérieur aussi. On l'a vu pour une mission Apollo où ça a failli mal se terminer cette histoire. En tout cas, ça s'arrêtera là pour ce qui concerne les analyses de l'Institut, et on n'en saura pas davantage. Alors il semblerait que la direction de la police de Varèse ait signalé l'incident et transmis les résultats de l'analyse au ministère de la Défense, et plus exactement au sous-secrétariat de l'armée de l'air. En tout cas, quelques jours après sa rencontre rapprochée, Facchini, qui n'est pas vraiment en forme et encore sous le choc, va se rendre chez le médecin. Ah oui, il va pas bien. Et ce dernier va constater en effet qu'il souffre de diverses confusions qui sont liées à sa chute, mais surtout, il va relever la présence dans son dos d'une marque noire, à l'endroit même où le faisceau l'a frappé. En tout cas, il lui a dit, et le médecin va dire, oui, voilà ce que vous avez dans le dos. Et cette marque ne va pas, dans les jours qui viennent, même dans les semaines qui viennent, s'arrêter comme ça, de grandir. Au contraire, elle va lui couvrir tout le dos. Il aura le dos tout noir, le malheureux, et il va déguster. Voilà. L'année suivante, Renato Vesco, un journaliste venu de Gênes, qui est connu pour être sceptique et mettre les pauvres contactés en boîte, va venir le voir. Il a encore des fragments qu'il avait ramassés le matin avant que la police ne vienne, et donc Facchini lui a montré. Il lui dit écoutez, on va faire une analyse. Donc on va faire cette analyse, il va y avoir une expertise qui va confirmer exactement ce que l'Institut d'études de recherche sur les métaux avait dit, c'est-à-dire que c'est essentiellement constitué de bronze, avec un pourcentage élevé d'étain et quelques traces de plomb. Et au fil des ans, divers ufologues se déplaceront pour interroger notre bonhomme et vérifier s'il confirme toujours ce qu'il a dit de son histoire. Ils ont lu ça dans des publications ufologiques pour la plupart. Et c'est ainsi que le cas sera étudié par Antonio Giudici, auquel il paraît en 1974, c'est-à-dire 24 ans après. C'est-à-dire qu'on va venir le voir pratiquement tout le temps, de temps à autre. En 1980, il y aura un autre journaliste dont j'ai pu lire le long article qu'il a consacré à notre Bruno Facchini. Et cet homme, cet ufologue s'appelle Ezio Bernardini, et il va longuement le questionner.
Alors auparavant, il aura eu un bref échange avec le fils de Faccini, qui va être très aimable, mais bon, il va être un peu sur la réserve, puis il va le prévenir que son père va peut-être pas très bien le recevoir, parce qu'il en a assez de raconter son histoire et qu'on vient de le voir comme une bête de foire. Effectivement. Faccini va d'entrée de jeu lui lancer qu'il en a marre, qu'on vienne le voir pour lui demander de reparler de sa vieille histoire et qu'il veut plus. Bon, ça commence très bien. Qu'il a assez vu de journalistes venir le déranger pour finalement raconter n'importe quoi sur son compte, on le fait passer pour un malhonnête, maintenant ça suffit. Bon, finalement le journaliste ufologue est habile et compréhensif aussi, donc il va réussir à le faire parler. Et Faccini va lui dire d'entrée de jeu, bah vous voyez, moi je vieillis, je crois qu'il avait près de 70 ans à cette époque-là, je suis pas en bonne santé, je suis fatigué, et puis il va lui raconter qu'il vient d'être harponné par un taureau furieux qui lui a foncé dessus après s'être échappé d'un abattoir. Donc bah, ça ne l'a pas arrangé évidemment. Effectivement, il est épuisé, et puis surtout, il a l'air déprimé. Bon, il acceptera tout de même de lui raconter son aventure, sa rencontre avec l'OVNI et ses occupants, dont il soulignera à plusieurs reprises qu'il se serait bien passé de toute cette histoire-là, vu tous les désagréments que ça lui a causé pour le reste de sa vie. Il ne manquera pas de dire aussi, comme ça s'est produit souvent chez des gens qui ont eu des contacts ou des abductions, pourquoi moi? Et cette question, il dira se l'être posée depuis 30 ans. En se demandant pourquoi ça lui est arrivé un truc pareil. Hein. Il se posera la question jusqu'à sa mort. Et il y aura aussi l'anecdote qui sera racontée par un officier de la marine qui le confirmera. Bon, il faut savoir qu'en 30 ans, notre contacté a vu de nombreux experts qui se sont déplacés, qui étaient soit des experts civils, soit des militaires, et il y en avait de tous les grades et de toutes les façons, en plus des journalistes et des curieux qui venaient de temps en temps lui casser les pieds. Et un officier supérieur de la marine italienne, c'est pas l'aviation, c'est la marine italienne, il va y avoir une petite conversation. Et l'officier de marine, qui semble absolument fasciné par ce qui lui est arrivé, va lui dire « Oh, que vous êtes chanceux, j'aurais donné beaucoup pour pouvoir admirer ce que vous avez vu, ces merveilles de technologie. » Et Faccini lui a répondu à ce moment-là, un petit peu énervé, agacé. « Chanceux, moi, hein ? Si j'avais su tous les ennuis que ça m'apporterait, cette expérience, j'aurais pas dit un mot à son sujet, je vous le garantis. » Bon, l'officier l'a rapporté, cette histoire-là, lui, il l'a dit aussi, que voilà. Et effectivement, dès que sa sidérante mésaventure sera connue, tout le monde va sauter sur le dos. Les journalistes qui se sont empressés de faire des articles, afin d'en savoir davantage. Alors évidemment, pour satisfaire le lecteur, on sait ce que c'est, puis on savait ce que c'était la presse italienne des paparazzi. Dès qu'il y avait un truc, on enjolivait la vie des stars ou la vie des pauvres gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Et alors, on en rajoute, puis on le fait passer aussi, des fois pour un simplet quand même. Et même, il y en a certains qui l'ont traité de mythomane. Et alors ça va beaucoup l'affecter, parce que c'est un homme qui est droit, qui est honnête, donc quand on le traite de mytho, c'est pire que tout. Il n'y aura pas que la presse populaire qui va lui causer des ennuis à ce pauvre homme, mais en attendant, il a quand même son histoire a été connue dans toute la région et dans tout le pays. Et notamment du fait de la parution d'un article très sérieux sur son cas, qui a été publié dans la revue Revista Aeronautica, qui est une revue aéronautique qui, je crois que c'était un mensuel. Et beaucoup de gens le lisaient, et c'est sérieux, c'est une revue de renom, et c'est comme ça qu'il va être connu un peu partout. En tout cas, le récit qu'il a fait de sa mésaventure à Ezio Bernardini sera semblable à ce qu'il a toujours soutenu. Il a jamais varié sa version, jamais. Il lui dira aussi à cet homme que quand il a vu l'alunissage d'Apollo, le premier homme qui a marché sur la Lune, il a vu les scaphandres, il a vu comment il se déplaçait, il a dit que ce qu'il a vu lui, aussi bien de l'équipement que de la difficulté à se déplacer, il s'envolait pas dès qu'il sautillait évidemment,
Mais ça ressemblait un petit peu ça lui a fait penser à ce qu'il a vu, lui. Et alors le pauvre, évidemment, il a pas eu seulement les journalistes, les militaires, les ufologues sur le dos, il a eu également d'autres tracas. Et ça l'a durablement affecté, il s'en est difficilement remis, parce que du jour au lendemain, son histoire qui a été connue a fait qu'il a eu les pires problèmes avec ses voisins. Certains habitants de son village, il n'était pas rare qu'on vienne frapper à sa porte, parfois par curiosité, mais aussi souvent, hélas, pour l'insulter ou se moquer de lui. Il finira d'ailleurs par déménager, par refuser catégoriquement d'ouvrir sa porte et de parler à quiconque. Avec ses amis et ses collègues de travail, ça ne sera guère mieux. Bruno Faccini est devenu quasiment pour tous celui qui est le type à la soucoupe, celui qui a vu la soucoupe. Voilà. Donc ça lui plaît pas, tout ça, et il le dira assez souvent. Bon, on peut dire que ce cas n'est pas banal, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'une chose est certaine, la bonne foi de cet homme ne peut en aucun cas être mise en cause. Il n'a jamais été mis en porte-à-faux durant toutes les années où il a eu l'occasion de raconter à différentes personnes ce qu'il avait vécu. D'ailleurs, tous les ufologues qui sont venus le questionner ont constaté, sans aucune exception, qu'au fil du temps, il n'a vraiment, comme je viens de vous le dire, jamais modifié sa version des faits. Qu'il a avoué systématiquement à tout cela n'avoir jamais récupéré psychologiquement de cette histoire, que ça a affecté son existence jusqu'à la fin. Il paraît donc difficile de douter de sa rencontre approchée, de la véracité de ce qu'il a expliqué, des faits tels qu'il les a décrits. Voilà. Donc c'est une histoire un peu curieuse, mais qui mène sur autre chose qui est très intéressant aussi, comme vous allez le voir. C'est ce qu'on appelle l'OVNI de Mussolini. Et vous allez voir pourquoi. Donc le cas de Bruno Faccini m'amène donc à parler de cela, et ça serait produit pas très loin de chez lui, à vol d'oiseau, entre 40 et 50 kilomètres. Et c'est quelque chose qui s'est produit, un événement qui s'est produit en 1933, non loin de la petite ville de Magenta. Et je vais en profiter pour vous instruire du fait de ce crash très particulier, sur la manière dont le régime fasciste semble avoir traité le sujet OVNI, et si on s'en tient notamment au dire du célèbre ufologue italien qui s'appelle Roberto Pinotti. En préambule, je rappellerai que Pinotti, qui a d'ailleurs mentionné le cas de Bruno Faccini dans un de ses livres, dont je me suis inspiré parce que je me suis inspiré de plusieurs sources, mais j'ai lu ce qu'il a écrit. Eh bien, le directeur du CUN, qui est le Centre National d'Ufologie, est probablement un groupe ufologique parmi les plus importants, sinon le plus célèbre, d'Italie. Et avec Alfredo Liccioni, un émérite chercheur du CUN, lui aussi, eh bien, Pinotti a présenté au fil du temps au public, via de grands médias italiens, dont la RAI, 18 documents hautement confidentiels qui dateraient de l'époque fasciste. Quelques détracteurs n'auront évidemment pas manqué de clamer que ces documents que Pinotti a dit avoir reçus d'une source anonyme dès le début de l'année 96 seraient des faux. Alors, en fait, la source anonyme, il sait pas qui c'est. La personne a simplement précisé, semble-t-il, que c'était un de ses parents qui faisait partie de ce que je vais vous expliquer, du groupement dont je vais parler, qui avait laissé ça, et il s'est senti obligé d'envoyer ça à Pinotti pour l'informer de ce qui s'était passé durant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, quel que soit ce que peuvent dire les détracteurs, il semble que ces documents soient bel et bien des originaux qui ont été transmis à Pinotti. Et avant d'en divulguer le contenu, d'ailleurs, celui-là qui savait comment il allait être traité avec ce genre de choses, a pris la décision de les faire authentifier. Il y a eu une expertise qui a été faite de façon extrêmement minutieuse et précise par des gens compétents, afin que ça ne puisse pas être contesté. Et ce qui a été analysé, expertisé, eh bien, ce sont essentiellement des notes manuscrites et des télégrammes. Et parmi ces documents, figure d'ailleurs le croquis d'un ovni. À l'image, vous pouvez voir ce croquis qui a été dévoilé par Alfredo Lizzoni, comme vous le voyez là. Hein. Et d'après Pinotti, les informations concernant les ovnis de cette époque étaient apparemment traitées
par une cellule tenue secrète et qui avait un nom de code, c'était le cabinet RS-33. Comme par hasard, il y a eu un crash en 33. Voilà. Et ce cabinet secret, ce petit groupuscule secret, était chargé d'enquêter et de collecter des informations sur les ovnis. Et une fois traitées, eh bien, ces données devaient rester évidemment très confidentielles. Il était hors de question que tout cela puisse être connu du public. Et lorsque le régime du Duce s'effondrera, des ordres auront été donnés, et ça on le sait, pour qu'elles soient détruites, toutes ces informations. En réalité, certaines ont dû l'être majoritairement, mais il en est resté. La preuve en est, c'est que je vous en parle aujourd'hui. Pinocchi a d'abord reçu anonymement une liasse de notes manuscrites rédigées sur du papier à lettres qui portait en tête le sceau en tout cas du Sénat du Royaume. Donc c'était à l'époque comme ça, les trucs officiels. Alors il faut rappeler que le Duce qui dirigeait alors l'Italie d'une main de fer le faisait au nom du Royaume. Ah ouais. Et afin que vous puissiez vous faire une idée du type de document reçu anonymement par Roberto Pinotti, je vais évoquer une note qui date de 1936, qui a été rédigée par un agent qui avait un nom de code, c'est pas 007, celui-là s'appelait Andrea. Et cette note incluait d'ailleurs le croquis d'un appareil qualifié de dirigeable mystérieux qui aurait été aperçu un lundi matin. Il était décrit comme une sorte de disque métallique poli, réfléchissant la lumière et d'une longueur de 10 à 12 mètres. Il était précisé dans cette note que 2 avions de combat avaient décollé d'une base voisine mais qui n'avaient jamais pu l'atteindre, même en volant à 130 km/h. Bah oui, à l'époque, les chasseurs, c'était pas les rafales d'aujourd'hui ou je ne sais trop quel avion, hein. Donc 130 km/h, il se faisait doubler par le dirigeable, évidemment. Donc ce disque n'émettait aucun son, il était souligné de cette absence de son, aurait pu faire penser effectivement à un aérostat, mais que ça pouvait pas être ça, vu que personne ne connaissait des ballons capables d'aller plus vite qu'un avion. La note expliquait encore qu'après avoir dépassé la ville de Mestre, l'engin avait soudain changé d'apparence. Il s'était transformé en une sorte de tube métallique qui était gris gris foncé. Voilà. Un dessin d'ailleurs en a été réalisé par l'agent Andrea qui l'a décrit comme un type de torpille aérienne doté de fenêtres très claires et de lumières alternées blanches et rouges. Le dessin représentait effectivement cette torpille suivie de 2 appareils en forme de chapeau, donc il y avait trois objets. Donc ces soucoupes qui avaient vous savez les frêtres ils portaient des chapeaux ronds à l'époque avec des larges bords. Ça avait cette tête-là, ça a été comparé à ça dans le rapport et c'était métallique. Il était précisé également sur cette note qu'elle serait transmise pour information au comte Ciano, lequel n'était autre que le beau-fils du Duce et de même que son ministre des Affaires étrangères. Ces deux-là dirigeaient alors tous les deux en duo l'Italie et ils savaient évidemment parfaitement tout ce qui se passait d'étrange ça et là, parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. A priori, le service de renseignement dédié aux phénomènes aériens qui se reproduisaient dans le pays était, comme je l'ai dit, donc géré par ce fameux cabinet RS-33 qui avait des liens avec l'OVRA, qui était à l'époque la police secrète fasciste. Hein. Et ce cabinet était dirigé par un physicien que vous connaissez. Et oui, un prix Nobel. C'était l'inventeur bien connu qui s'appelle Guglielmo Marconi, inventeur de la télégraphie sans fil et de la radiophonie. Voilà. Donc il faisait partie de l'élite fasciste. Et je tiens d'ailleurs à souligner, parce que je sais qu'il y a des fans de Tesla, que le 21 juin 1943, la Cour suprême des États-Unis, en pleine guerre mondiale, a validé l'un des brevets de la radiodiffusion relatif à des améliorations apportées à une structure quadruple de récepteurs à haute fréquence auto-accordables qui avait été accordé à Marconi en 1904. Et la Cour suprême a estimé effectivement qu'un brevet déposé par Nikola Tesla en 1897, homologué le 20 mars 1900, devait prévaloir sur celui déposé par Marconi
en 1904, car ce dernier ne comportait aucune innovation par rapport à celui qui avait été déposé par Tesla antérieurement. Je donne ces précisions donc pour les fans de Tesla et je referme la parenthèse. On sait aussi, de manière quasi certaine, que lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, eh bien les dossiers du cabinet RS-33 ont été transmis à l'Allemagne nazie. Et oui, et vous vous doutez bien pourquoi. Lors de la divulgation de ces documents hyper secrets au public par le canal de médias italiens, eh bien Alfredo Lizzoni n'a pas manqué de rappeler un surprenant discours prononcé par le Duce en personne le 23 février 1941. D'ailleurs, c'est très troublant. Il dit « Il est très probable que les États-Unis seront envahis par les habitants inconnus, par des habitants inconnus, mais qui sont probablement des guerriers venus de la planète Mars, qui descendent de l'espace étoilé dans les forteresses volantes inimaginables, autant que par les soldats de l'Axe. » C'est assez curieux. Invasion par les Martiens et les nazis, c'est un peu bizarre. Enfin bon, voilà ce qu'a dit le Duce. C'est très curieux. Il semblerait d'abord que suite à cette récente révélation médiatique, eh bien l'armée de l'air italienne se soit enfin décidée à ouvrir ses archives, donc ça il n'y a pas très longtemps. Reste à savoir, bien évidemment, jusqu'à quel point elle ouvrira ses archives et dévoilera ses petits secrets. Tout ça pour vous dire que les documents transmis à Roberto Pinotti ont révélé qu'une soucoupe volante avait bel et bien été vue cracher. Elle se serait crachée sur une petite route reliant Magenta à Novare. Et au matin du 13 juin 1933, elle aurait été récupérée par des membres des services secrets. Par la suite, elle aurait été rapidement dissimulée dans des installations qui sont supposées être celles de la base Sai Marchetti, située à Vergiate, donc à côté de chez Bruno Facchini, où étaient alors fabriqués des avions militaires avant que ce soit peut-être, et ça a été la deuxième éventualité, celle de Sesto Calante. C'est pas très loin, assez proche l'une de l'autre, ces deux bases aériennes. Et je précise que ces deux bases, deux localités sont limitrophes donc de la province de Varese, donc tout à côté. À Sesto Calante, comme à Vergiate, se trouvaient d'ailleurs opportunément les résidences d'un certain Italo Balbo et de son bras droit Filippo Heredia. Et soulignons que Balbo était le ministre de l'Intérieur de l'époque, et aussi, a priori, l'un des commandants du cabinet SR-33. Et aussi, ayant un contact étroit avec Guglielmo Marconi, et ces deux-là étaient d'ailleurs de très grands amis. Or, il se trouve qu'après la guerre, eh bien, Italo Balbo deviendra étrangement l'un des plus grands et des plus infatigables débunkers du phénomène OVNI. Quelle coïncidence! Le 20 juin 1933, en tout cas, soit une semaine après la supposée récupération de la soucoupe, eh bien, Cronaca Prealpina, un journal de Varese, a annoncé la nouvelle du crash en mettant l'accent sur l'existence de formes de vie sur Mars qui seraient en contact avec les terriens. Pas mal ça aussi. Il est encore établi que dans les années de l'après-guerre, des rumeurs ont largement continué de circuler dans la région, voulant que des soucoupes volantes ayant une origine terrestre cette fois, et non extraterrestre, se soient retrouvées à Vergiate, qui abritait désormais des avions des forces américaines. Tiens, tiens. Est-ce pour cette raison que Bruno Facchini aurait d'abord pensé que l'engin était un prototype secret et que ses occupants étaient des Américains? Possible. En tout cas, on sait aussi que durant la guerre, les Américains ont bombardé à plusieurs reprises les installations de Sai Marchetti, de l'usine à Vergiate. Bizarre. Tentait-il de détruire quelque chose qui devait rester secret? Voulait-il brouiller les pistes? Il se trouve aussi que les entrepôts de cette usine, Sai Marchetti, de Vergiate, ont été incendiés en mars 1943. Et une rumeur veut que ça a été le fait d'un membre du cabinet RS-33. Ce qui est certain, c'est que juste après la fin de la guerre, eh bien, l'armée de l'air américaine, l'USAF,
s'est empressé de s'établir sur la base de Vergiate, qui était alors, elle a transformé les hangars, les installations de l'ancien navigationneur italien, afin d'y effectuer la maintenance de ses avions. Voilà. À toute phase utile, je rappellerai que sur les bases de Sesto Calendo et de Vergiate, supposés avoir été les lieux de la première dissimulation d'OVNI, se trouve dans une zone ces deux bases se trouvent dans une zone particulière. Eh bien, c'est une sorte de triangle qui inclut les secteurs de Varese et de Novare, connus pour être un secteur, une zone d'activité très intense au niveau ufologique. Dans le courant de l'année 2023, cet ovni supposé s'être crashé en 1933 près de Magenta, le plus souvent dénommé, comme je vous l'ai dit, l'ovni de Mussolini, a de nouveau fait parler de lui. Le 5 octobre 2024, Roberto Pinotti s'est en effet à nouveau exprimé sur le sujet dans une émission de la chaîne de télévision italienne Italia 1 en présentant 5 nouveaux documents secrets supposés provenir de ce fameux cabinet SR33. Et lors de cette émission, qui a été également très suivie par ce qui a été diffusé à cette occasion, l'interview d'un certain David Grush, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, est un ancien agent du renseignement américain qui a travaillé pour ses services durant 14 ans. Eh bien, durant cette interview, Grush va déclarer que parmi les ovnis en possession du gouvernement américain se trouverait celui qui se serait crashé en 1930 sur une route proche de Magenta. Et Grush a confirmé ce fait dans la presse écrite, y compris dans une interview que j'ai retrouvée dans le Parisien, le journal Le Parisien, ce quotidien français, purement français. Ça a été une interview qui date de 2023, et Grush a précisé qu'après avoir été caché, on ne sait trop où, par les services secrets italiens, cet ovni aurait été transporté dans le plus grand secret par les Américains dans les entrepôts de Siai Marchetti de Sesto Scalande et non pas de Vergiate. Et donc, voilà. Allons croire les Américains, en l'occurrence, l'un de leurs services de renseignement, qui s'appelait à l'époque le Bureau des services stratégiques, l'aurait récupéré, cet ovni en 1944. Il aurait finalement, d'après Grush, été rapatrié dans le plus grand secret aux États-Unis, probablement par bateau, et ceci en 1945. Cet ovni aurait mesuré 10 à 12 mètres de long. Il aurait eu la forme d'une cloche ou d'un gland. Voilà, Grush a également révélé que des documents, notamment des témoignages relatifs à ce crash, seraient conservés aux archives du Vatican, dans les archives du Vatican, en arguant que les services secrets américains, dès qu'ils auraient eu vent de cette histoire, auraient immédiatement prévenu le pape Pie XII. Allons croire, cet ovni se trouverait désormais entreposé, je parle de David Grush, avec quelques autres récupérés aux États-Unis, mais également dans d'autres pays du monde, ceci dans un endroit secret, peut-être la zone 51 ou ailleurs, je ne sais trop. En tout cas, même si elle ne s'est pas vraiment clairement exprimée sur le sujet, l'armée américaine actuelle n'a pas vraiment dénié les faits et n'a pas exclu non plus la possibilité que des restes biologiques des pilotes de cet ovni aient pu être découverts dans les débris du vaisseau. Donc vous voyez quand même que c'est très intéressant. Et ça m'a donné cette histoire du contact rapproché de Bruno Faccini, de vous parler de cette histoire que certains connaissaient peut-être déjà. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, j'ai oublié de vous remercier pour vos petits cadeaux. Et puis pour vos commentaires. Qui ont été chaleureux comme d'habitude. Alors je le fais maintenant parce que vous voyez, j'ai la tête ailleurs. En fait, je suis sur les genoux, mais complètement à la ramasse. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous fais le sujet aujourd'hui. Voilà, bon écoutez, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, merci de votre générosité, merci de vos commentaires. De temps en temps, vous me soufflez des petites choses. Donc je réfléchis à certains sujets. Bon, il y en a quelques-uns qui m'intéressent pas, il y en a d'autres qui m'intéressent plus. On verra, mais en attendant, j'en ai déjà plein ma caisse, des sujets. Donc je vais déjà épuiser mon stock, mais après, j'exclus pas que. Puis il y en a de certains auxquels j'avais déjà pensé, donc ça fera peut-être plaisir. Voilà. En tout cas, merci, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une belle après-midi, un bon week-end. Je vous dirai pas joyeux Noël parce qu'on n'y est pas encore, mais voilà. Allez, je vous fais la bise, et je vous dis
À la prochaine. Et la prochaine, je sais pas encore ce que je vous ai fait. Je vais vous faire parce que j'ai au moins 3 sujets de préparés, donc ça sera l'inspiration du moment. Bisous.